Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne sur la prévention des difficultés. Ce webinaire, il est organisé en partenariat avec le tribunal de commerce de Toulouse et l'Ordre des experts comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées. Avant de commencer ce webinaire, on va vous donner quand même quelques petites informations pour suivre ce webinaire dans les meilleures conditions. Il est en direct, il est également diffusé en direct sur le compte Facebook de la Chambre de métiers. Vous pouvez poser vos questions dans la zone de commentaires et nous répondrons à ces questions, bien sûr, à la fin. Zone de commentaires sur Zoom et également zone de commentaires sur Facebook. On est ensemble pendant 1 heure et quart. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre des métiers. On pourra également vous l'envoyer par mail ainsi que la présentation qui va vous être faite. Si vous avez des questions, d'ailleurs, il y a déjà des personnes qui commencent à poser des questions. Évidemment, on est à votre disposition. Je vais passer la parole à Florence. Donc, Florence, qui est conseillère économique de la Chambre de métiers et de l'artisanat du 31 et qui va nous présenter les différentes personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Merci Sophie. Donc, bonjour à tous. Je souhaite à mon tour les bienvenus sur ce webinaire de la Chambre de métiers, donc sur la prévention des difficultés. Avant tout, je tiens à remercier les intervenants qui sont aujourd'hui avec nous pour vous délivrer informations et conseils. Donc, nous allons avoir bientôt M. Vincent Aguilera, donc président de la Chambre de métiers, qui a été un petit peu retardé, comme vient de le dire Sophie. Nous avons avec nous également, Vincent Laurent Granel, président du tribunal de commerce de Toulouse. Nous avons également M. Philippe Coulonge, donc président de l'Ordre des experts comptables de Toulouse-Midi-Pyrénées. Et également, nous avons avec nous Serge Alquier, qui est juge au tribunal de commerce de Toulouse. Comme vous le savez tous, la crise actuelle liée au coronavirus a touché et touche des pans entiers de notre économie et malheureusement, effectivement, l'actualité continue à se dérouler et à engendrer sans doute un certain nombre de difficultés pour les entreprises. Donc, de nombreuses entreprises sont déjà dans les difficultés et risquent d'en rencontrer encore plus dans les mois à venir. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que la Chambre de métiers a mis en place, donc dès le début du confinement mi-mars, une cellule de crise qui a écouté et renseigné près de 30 000 entreprises artisanales. Effectivement, la Chambre des métiers, à cette époque, au moment du confinement, a décidé d'appeler ses ressortissants. Et donc, on en a eu beaucoup pour leur donner tout un tas de renseignements sur tous les dispositifs liés au Covid et qui, comme vous le savez, sont en perpétuelle évolution. De manière plus poussée, la Chambre de métiers a accompagné près de 5000 entreprises sur les différents dispositifs qui ont été mis en place au fil des jours, des semaines et des mois par l'État, la région, les organismes sociaux, les banques, le conseil départemental et bien d'autres. Cette cellule de crise donc, de la Chambre de métiers est toujours en place à ce jour et vous pouvez donc nous contacter sur toutes les questions liées au Covid et pour nous faire part de vos difficultés éventuelles. Donc, la prise de contact au niveau de cette cellule est relativement simple puisque c'est le téléphone de la Chambre de métiers, le standard, le 05 61 10 47 2 fois, ou bien par mail. Je vais citer le mail, mais il sera mentionné en fin de webinaire. C'est permanence.sde@cmtoulouse.fr. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera réindiqué si vous souhaitez l'utiliser. Donc, si vous nous contactez, donc vous pouvez avoir un entretien avec un conseiller de la Chambre de métiers. Donc, les entretiens, c'est soit par téléphone, soit en visio, soit en présentiel. C'est vous qui choisissez. Et donc, toute une équipe est à votre écoute. Donc, cette équipe dont je fais partie, dans le cadre de cette cellule, pour faire une première analyse de votre situation, pour vous informer sur les différents dispositifs d'aide qui ont été mis en place dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc, une fois qu'on a analysé votre situation, donc on vous oriente, si besoin, vers le ou les interlocuteurs les plus pertinents, que ce soit votre expert comptable, la cellule de prévention des difficultés du tribunal de commerce, la commission des chefs de service en cas de difficulté au niveau des organismes fiscaux et sociaux, le centre d'information sur la prévention des difficultés. Donc, tous ces organismes vous seront et tous ces dispositifs vous seront justement détaillés dans ce webinaire. C'est notre objectif. De vous expliquer beaucoup plus en détail ces organismes-là.
Au niveau de la CMA, nous vous accompagnons également sur la constitution de certains dossiers d'aide. Alors, je vais juste citer quelques exemples, des aides notamment de la région qui ont été mises en place par rapport au Covid, que ce soit le fonds local, que ce soit le Pass Relance ou d'autres dossiers région. Donc, dans tous les cas, vous pouvez vous adresser à nous pour avoir des précisions et pour qu'on vous indique si vous êtes éligible et les modalités pour pouvoir déposer ce type de dossier. Également, nous pouvons vous accompagner sur la mise en place de demandes auprès du conseil départemental, puisque le conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place certains dispositifs, et notamment un fonds de prévention de la précarité. Et donc, nous sommes partenaires sur ce fonds pour vous aider dans le montage des dossiers, pour leur transmettre les dossiers. Donc voilà, rapidement, quelques informations sur ce que vous pouvez attendre de la Chambre de métier. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. L'important, c'est de rompre l'isolement du chef d'entreprise, notamment en cas de difficulté, et de savoir quels sont les dispositifs qui sont mobilisables. Donc, si M. Aguilera est arrivé, je vais lui laisser la parole. Oui, il est arrivé. Ah, parfait. Ben, écoutez, Monsieur Aguilera, du coup, je vous laisse la parole pour préciser ces premiers éléments de contexte au niveau de la Chambre de métier, peut-être du partenariat avec le tribunal de commerce. Oui, bonjour et merci Florence. Bonjour Sophie, bonjour au président Laurent Granel ainsi que Philippe Plonge ainsi qu'à Serge Alquier. Et bien évidemment, bonjour à l'ensemble de mes confrères artisans et pour lesquels ce webinaire est réalisé. Je les remercie de prendre un peu de temps pour assister à ce webinaire et à ce moment d'échange, car il est tellement important aujourd'hui de pouvoir vous informer afin que vous puissiez affronter cette crise soudaine et inédite qui a été d'abord une crise sanitaire et qui va se transformer en crise économique et sociale. L'objectif tous ici, c'est de pouvoir mettre à votre disposition afin qu'on puisse, à la fois la chambre de métier, mais à la fois la cellule de prévention, vous accompagner dans un endroit complètement hermétique, complètement confidentiel, auquel vous avez droit. Et vous le savez, elle n'est pas terminée. Et elles s'emplissent d'urgence, ne sont pas capables, comme hier, d'accepter la masse de personnes qui arriveront en réanimation. De ce fait, nous sommes très rapidement touchés par des mesures qui sont subites, contraintes pour les entreprises artisanales. On le voit notamment à cet après-midi à 15h. Là maintenant, au moment où nous parlons, j'ai envoyé le vice-président à la préfecture avec l'ensemble des organisations professionnelles, touche et va toucher avec une plus grande intensité toute l'économie de nos entreprises et plus particulièrement celles qui s'y sont le moins bien préparées. Cela semble être inévitable. La seule interrogation à laquelle le seuil de défaillance va être atteint, date à laquelle la courbe des défaillances va s'inverser et donc au final, date à laquelle on va constater un retour à la normale pour notre économie. Et c'est tout l'enjeu de ce webinaire. Aujourd'hui, certains tirent l'épingle du jeu, ça on le sait, très peu, mais il y en a qui arrivent à s'adapter et on l'a vu pendant le confinement, le voit encore, notamment tout ce qui est magasin de bricolage et pour éviter des autres, la situation est extrêmement complexe avec aucune visibilité et dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, des difficultés que vous allez rencontrer et qu'on n'avait pas du tout, nous en tant que dirigeants, imaginé parce que, je vous le disais, inévitable, mais surtout complètement subi et sans visibilité. L'ampleur de cette tempête qui est annoncée, avec tant d'insistance par le gouvernement, par nous-mêmes,
chargés de l'économie par le tribunal de commerce, par les experts comptables, en Haute-Garonne est plus intense qu'ailleurs, puisqu'on est fortement impacté par tout ce qui est autour de l'aéronautique. Donc, on va essayer de faire et de protéger autant que faire se peut toutes les entreprises qui sont touchées de près ou de loin, et par effet de cascade et par domino, par cette crise sociale qui va avoir le jour. Alors, la Chambre de métier s'est mise en ordre de marche déjà pendant le confinement et maintenant en post-reprise économique pour plusieurs raisons. Parce qu'on mesure forcément les enjeux et nous avons mis en œuvre d'importants moyens pour valider et vous aider à traverser cette épreuve. Comme vous l'a précisé tout à l'heure Florence, pour nous, il est primordial qu'un chef d'entreprise puisse connaître tous les outils qui sont à leur disposition pour affronter cette situation, mais aussi pour prévenir les difficultés. L'une des missions de la Chambre de métier du 31, c'est d'accompagner et de contribuer à la pérennisation des entreprises artisanales en Haute-Garonne. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu, et que j'ai voulu avec l'ensemble de mes collègues présidents, organiser ce webinaire de telle sorte à ce qu'on puisse vous informer, vous sensibiliser et lever tous ces leviers et cette peur que vous avez de prévenir une défaillance ou une difficulté de trésorerie de votre entreprise. Certes, il existait peut-être avant, cette problématique existait peut-être avant la crise, mais finalement, tous les dispositifs qui étaient là en place, qui étaient mis en place, vous ne les avez pas utilisés auparavant. C'est pour ça qu'on se mobilise, pour que vous puissiez les connaître, les utiliser, car notre territoire est un des territoires les plus dynamiques et donc forcément, ce sera un des territoires qui sera le plus impacté. Sachez tous que tout ce que nous mettons en place est confidentiel et complètement hermétique. Personne ne saura. Et surtout, n'ayez pas honte. Il ne faut surtout pas avoir honte parce que si on a honte, on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on se met la difficulté économique. Alors, l'autre paradoxe qu'on identifie aujourd'hui, c'est qu'il y a, pour les tribunaux de commerce, très peu de dossiers de défaillance. Et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Les entreprises sont sous assistance respiratoire, les aides de l'État ont bien fonctionné, le report des charges sociales, le report des impôts sur les sociétés, le report des prêts également qui vont reprendre, et aussi les prêts garantis d'État mis en place par le gouvernement. Tout cela constitue une bombe à retardement. On l'a dit depuis un moment et on vous le redit maintenant. Il faut absolument que l'ensemble, ces dispositifs représentent donc le risque de masquer la réelle situation économique de nos entreprises. Il faut que le cycle se passe. Et il faut qu'on vous aide aussi à affronter la reprise et le manque de visibilité que vous avez. Il ne faut pas négliger les premiers signaux, il faut savoir les identifier et en parler. Nous, à la Chambre de métier, on est un de vos interlocuteurs pour vous poser le premier diagnostic, mais la cellule de prévention qui est le tribunal de commerce, ainsi que par Serge Jalquet et Philippe Coulonge, à travers les outils qu'il a à vous proposer, tous de franchir cette épreuve. N'hésitez pas à venir vers nous pour augmenter de façon et sécuriser surtout l'emploi également. Donc, on unit nos forces pour combattre ensemble et minimiser autant que faire se peut les effets de cette crise. Je cède maintenant la parole, puisque j'ai pris trop de temps déjà, au président du tribunal de commerce, Laurent Granier. Et à vous toutes et tous, je vous remercie pour votre attention et sachez que la Chambre de métier, et vous le verrez après, se tient à votre disposition. Merci, je laisse la parole à Laurent Granier. Ou à Serge Jalquier. Monsieur Granel, on vous écoute. Ah, Laurent Granel, pardon. D'accord. Bonjour. Je voudrais remercier le président Aguilera de m'avoir invité à participer à ce webinaire, parce qu'il est important que l'ensemble des artisans sachent ce que peut faire le tribunal quand les artisans sont en difficulté.
Le titre du webinaire, c'est « Artisans, anticipez vos difficultés, des solutions existent ». Des solutions existent, oui, mais elles existent aussi au tribunal. La difficulté que j'ai, en fait, c'est que le tribunal de commerce de Toulouse, les tribunaux de commerce en général, sont très peu connus du monde de l'entreprise. C'est vraiment dommage parce que nous pouvons apporter des solutions à partir du moment où on vient nous trouver suffisamment tôt. C'est le mot anticipation que je voudrais que vous reteniez de mon intervention. Le tribunal de commerce est ouvert à tous les chefs d'entreprise à partir du moment où ils sont inscrits au RCS. À partir de 2022, les artisans, eux aussi, seront dépendants, si j'ose dire, du tribunal de commerce. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez devenir juge au tribunal de commerce, à partir de 2022, vous pourriez poser votre candidature. Ceci étant dit, le tribunal de commerce peut vous aider et nous voulons être le plus près possible des entreprises. C'est une disposition majeure. C'est dans cet état d'esprit que j'ai mis en place ce que j'ai appelé des cellules de prévention externalisées, notamment à Saint-Gaudens, à l'UIMM, à la CCI, à la Fédération du bâtiment et bien entendu à la CMA. Alors, je voudrais, avant de rentrer un peu plus dans les détails, présenter rapidement le tribunal de commerce de Toulouse. Nous sommes 58 juges bénévoles issus du monde de l'entreprise. Nous sommes organisés à ce qu'on appelle en chambres. Nous avons 8 chambres, 4 chambres de contentieux, 2 chambres de procédure collective, pour être précis le mardi et le vendredi, une chambre de conciliation et une chambre de conciliation en prévention. Alors, pour parler justement de la conciliation en prévention, Serge Alquier, mon collègue, vous donnera des détails très précis à ce sujet, mais je voudrais dire déjà que ce sont des procédures amiables et confidentielles. Le mot confidentiel est important parce que si vous travaillez avec du public ou du parapublic, personne ne sera au courant que vous avez amorcé une démarche de mandat ad hoc ou de conciliation. Ça, c'est très important à retenir. Le tribunal de commerce représente en fait l'autorité judiciaire. Alors, on a l'habitude de dire que ce n'est pas la connaissance qui est dangereuse, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que la méconnaissance nous empêche d'agir. Je reviens à mon mot clé, l'anticipation. Lorsque vous vous sentez pas très bien, vous n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour qu'il vous donne un diagnostic, qu'il puisse évaluer les raisons de vos difficultés médicales. On peut prendre cette analogie et dire que vous pouvez aller au tribunal de commerce pour qu'on essaie de voir où sont les difficultés et à ce moment-là, on peut vous donner un avis et vous orienter vers des gens compétents au tribunal de commerce qui vont peut-être vous conseiller un mandat ad hoc ou une conciliation. Et vous pouvez aussi, en amont, contacter votre expert comptable ou votre avocat. En fait, ce que je veux dire, c'est que la solution, vous la détenez en vous. Pourquoi? Parce que vous anticipez, donc vous êtes clairvoyant. Vous prenez conseil avec des gens compétents, un expert comptable ou un avocat, comme je viens de le dire. Et encore une fois, je le répète, en venant suffisamment tôt, consulter des gens dont c'est le métier d'analyser les difficultés et de donner des avis sur les solutions possibles. Nous avons un schéma type d'entretien de prévention au tribunal de commerce. Nous avons ce que nous appelons une phase de découverte, où on regarde la trésorerie, l'état des commandes, l'état des dettes. Ensuite, nous avons une phase de diagnostic, où par exemple, on vous pose la question de savoir quel a été l'impact du Covid. Est-ce que vous avez eu accès au chômage partiel? Et ensuite, nous avons une troisième phase qui est importante, c'est une phase décisionnelle, où on vous explique les différentes procédures amiables qui sont à votre disposition et on recherche avec vous des solutions possibles. On vous donne un avis. Le juge, il ne faut pas avoir peur de le contacter. C'est quelqu'un qui est issu du monde de l'entreprise, il est impartial. Le seul intérêt qu'il a en fait, c'est d'essayer de trouver une solution aux difficultés qu'on lui présente.
pour conclure, je dirais qu'il est important que vous ne restiez pas seul face à vos difficultés. L'anticipation, maître mot, c'est vrai. Et pour vous qui êtes commerçant ou artisan, je pense qu'on peut aussi mettre en place un système de visioconférence ou d'audioconférence pour vous éviter de perdre du temps en des déplacements inutiles. Voilà en gros ce que je voulais dire. Peut-être que j'interviendrai au moment des questions, mais je veux résumer la pensée. Et le seul mot qu'il faut retenir de mon intervention, c'est anticipation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Granel. Merci pour votre intervention. Effectivement, il est important d'anticiper, comme vous le dites si bien. Et donc, du coup, un artisan, un commerçant, une PME, quand elle a des difficultés, pour anticiper, elle va aussi voir son expert comptable. Donc, Monsieur Coulonge, vous pouvez effectivement poursuivre et compléter, et notamment sur le rôle de l'expert comptable et sur les différents dispositifs qui sont à la disposition donc, des entreprises lors de difficultés, quand elles pressentent des difficultés. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour avant tout aux artisans. Je suis avec intérêt également le chat depuis tout à l'heure. Donc, effectivement, pour compléter et abonder dans tous les termes qui vous ont été énoncés depuis tout à l'heure, et c'est aussi le propre de l'image que nous donnons là, il faut ne pas être isolé. Donc, et ne pas hésiter à communiquer, évidemment confidentiellement, mais sur votre situation et pour pouvoir être en capacité de prendre les bonnes décisions. Donc pour compléter ce qu'a dit le président Granel, sur lequel je ne peux que être d'accord, le maître mot anticiper, le mot à fuir plus particulièrement, c'est être isolé. Voilà, anticiper, ne soyez pas isolé, et cela vous permettra d'avoir les bonnes décisions. Je vais commencer à vous développer les dispositifs que vous allez avoir à votre portée, qui vous sont offerts. Ils sont relativement nombreux, et par moment, si jamais il venait à vous paraître antagoniste ou concurrent, détrompez-vous, ils sont tous complémentaires. C'est ça le propos. Nous sommes tous ensemble, que ce soit Chambre des métiers, tribunal de commerce, ordre des experts comptables, mais ça pourrait être également ordre des avocats. Enfin, n'hésitez pas à voir vos conseils préférés, privilégiés, préférentiels, et à aller les solliciter. Et j'abonde dans le sens également du tribunal de commerce parce que c'est très important. La partie, ce qui s'appelle procédure collective du tribunal de commerce, quand on va le voir, on dit le terme, on se met sous la protection du tribunal. Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, le président Granel et M. Alquier vous le préciseront tout à l'heure, quand on va voir le tribunal de commerce dans le cadre des difficultés d'entreprise, on est reçu par un chef d'entreprise qui a lui-même peut-être connu à titre personnel ces difficultés, qui en a vécu forcément dans sa vie. Et donc, il faut vraiment ne pas avoir peur du tribunal. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de réunion tous ensemble. C'est pour démythifier, enlever toutes les peurs, toutes les craintes. Alors, je vais commencer, je me lance, je vais partager l'écran. Si ça ne marche pas, vous me le dites, Sophie ou Florence, s'il vous plaît. Est-ce que là, vous voyez mon écran dans de bonnes conditions ou pas ? Bien, juste à passer en plein écran et on est parfait. Il y a juste à passer en plein écran et on est parfait. Donc, c'est là, à partir de la diapo actuelle. Est-ce que là, c'est mieux? Et juste l'étape du dessus. L'étape du dessus. Pof. Là, on est bon? Parfait. Allez, super. Donc voilà, donc on va parler de cette boîte à outils. Alors cette boîte à outils, vous allez le voir, elle se décompose quand même en deux grandes familles. Tout à l'heure, le président Granel vous a parlé des procédures amiables et également, donc, il y a les procédures judiciaires. Et tout le propos d'aujourd'hui, c'est d'éviter de basculer dans la partie procédure judiciaire, des procédures qui sont à votre disposition. Et donc, on va essayer, grâce à toutes les anticipations que nous allons vous conseiller de faire, de mettre en œuvre, de rester dans le pire des scénarios, dans les procédures amiables. Donc la grande question pour savoir dans quel régime on se situe, c'est est-ce que est-ce que je suis en cessation de paiement? Alors en cessation de paiement, au niveau financier et judiciaire, on bascule dans la cessation de paiement quand notre passif
exigible, donc la somme de nos dettes, est supérieure à notre actif disponible en général, les créances clients et la trésorerie. On n'intègre pas le stock. Et donc là, à partir de là, si vous êtes dans cette situation, malheureusement, vous n'êtes plus dans l'anticipation et il va falloir envisager plutôt les procédures judiciaires, ce qu'on appelle le redressement judiciaire, voire la sauvegarde s'il est relativement tôt. Mais aujourd'hui, le propos, c'est de vous indiquer comment faire en sorte de ne pas arriver jusqu'à ce seuil-là de difficulté. Alors, le panorama des procédures, c'est donc cette grande famille, les procédures amiables, les procédures judiciaires. Et les deux procédures que nous allons vraiment présenter aujourd'hui, c'est en l'occurrence M. Alquier qui va les présenter plus particulièrement, sont le mandat ad hoc et la conciliation. Point principal, il y reviendra, mais je le déflore un petit peu, ce sont des procédures confidentielles. Ayez toujours ça en tête. Tout ce que vous allez dire aux uns et aux autres, nous sommes tous soumis au secret professionnel. Donc ce que vous nous dites, ça reste entre nous. On n'a pas le droit de le communiquer à l'extérieur. Donc, un des points d'entrée pour évoquer vos difficultés, c'est le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Donc, en abrégé le CIP. Donc le rôle, ben voilà, vous l'avez à l'écran, c'est dédramatiser l'accès au tribunal de commerce, c'est déjà de vous accueillir en tant que chef d'entreprise, artisan, pour que vous puissiez parler de vos difficultés. Alors, qui c'est qui compose le CIP à Toulouse, le CIP de la Haute-Garonne, dont le siège est à l'Ordre des experts comptables, mais il peut y avoir aussi des permanences de ces CIP à la Chambre des métiers, pour ce qui vous concerne aujourd'hui. Donc, les membres de cette association à but non lucratif, parce qu'évidemment tout est gratuit, c'est la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie, l'Ordre des avocats, les juges honoraires du tribunal de commerce, l'Ordre des experts comptables, la compagnie et commissaires aux comptes. Tout cet écosystème est à votre disposition pour vous écouter, pour vous aiguiller, faire un premier diagnostic et vous aiguiller vers quelle est la bonne solution à mettre en œuvre. À quel moment faut-il saisir ce centre d'information ou les autres cellules dont je vais parler? Alors, pour prendre une image culinaire, parce que moi, je ne suis pas très fort en cuisine, je vais vous parler de quand je fais des pâtes. Donc, quand je fais des pâtes, je mets à bouillir l'eau. Alors, surtout, il ne faut pas attendre que l'eau bout. Hein. On commence à s'inquiéter quand on voit apparaître les toutes premières petites remontées de toutes petites bulles. Voilà, c'est le plus tard. D'accord? Donc, pour vous aider, le CIP dispose d'un autodiagnostic. Il faut pour cela aller sur le site du CIP qui est cip-national.fr. Il y a un autodiagnostic qui va vous poser un certain nombre de questions. Et il va vous dire, est-ce que j'ai du mal à payer mon fournisseur? Est-ce que mon banquier m'a supprimé mon découvert ou envisage de me le supprimer? Est-ce qu'il me l'a notifié pour dans 6 mois? Est-ce que j'ai de moins bonnes conditions de paiement chez mon fournisseur? Est-ce qu'on m'a refusé mon PGE? Est-ce que mes clients ne souhaitent pas me verser la compte parce qu'ils ne me font plus confiance? Voilà. Plein de ce qu'on appelle des signaux faibles qu'il faut arriver à déceler suffisamment tôt pour pouvoir prendre conscience suffisamment tôt et anticiper vos propres difficultés. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site cip-national.fr pour remplir l'autodiagnostic. C'est quelque chose qui est à votre disposition. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, à distance et tout seul, parce que les questions sont très simples, vous le verrez. Je les comprends toutes, donc vous êtes en capacité de les comprendre et vous verrez que ça vous aidera vraiment à diagnostiquer votre situation. Un autre levier qui est à votre disposition, c'est les dispositifs de médiation. En l'occurrence, celui dont on entend le plus parler en ce moment, c'est la médiation du crédit. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous avez eu un refus de PGE, du prêt garanti par l'État, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers la médiation du crédit. La médiation du crédit, elle est abritée au sein de la Banque de France, qui est là aussi, et là, au soutien de l'économie au sens large. Donc, elle est là au soutien des artisans et elle essaye de faire l'interface entre l'artisan qui aurait eu un refus de son prêt et la banque qui lui a refusé. Mais ça peut être aussi,
hors contexte PGE parce que la banque refuse un financement bancaire classique ou parce que la banque refuse de maintenir un découvert. Voilà. Donc, elle fait là aussi une médiation gratuite par des vrais professionnels. Donc là, n'hésitez pas, vous allez sur le portail de la Banque de France et vous pouvez voir comment ça se déroule. La Banque de France a aussi un rôle de médiation entre les entreprises, notamment s'il y a un non-respect des délais de paiement entre professionnels. Si vous vous retrouvez avec un de vos, vous travaillez en sous-traitance pour un donneur d'ordre, ce donneur d'ordre ne vous paye pas vos factures en temps et en heure, il ne respecte pas le délai de la loi LME, loi de modernisation économique, qui est normalement maximum un délai de 60 jours. Si ces délais ne sont pas respectés, voilà, vous pouvez ne pas hésiter à vous tourner vers la médiation des crédits, qui est aussi à la Banque de France, et des entreprises, excusez-moi, et qui donc pourra vous aider à chercher à résoudre votre difficulté à ce sujet-là. Et ensuite, et bien évidemment, il y a la cellule de prévention du tribunal de commerce, dont M. Alquier est un des représentants, et voilà, qui vous accueille en toute confidentialité, en toute bienveillance. Le président Granel vous a également indiqué que suite à la crise du Covid, il y a des cellules décentralisées qui se déplacent à votre, notamment je crois la Chambre des métiers. Et donc ça permet, ou la Fédé du bâtiment, ça j'en suis sûr, ça permet d'anticiper vos difficultés. Vous voyez, donc tous ces dispositifs dont je vous parle sont en amont. On est bien à devoir se poser la question, est-ce que je suis, quel est mon degré de difficulté? Voilà. Et donc ça, c'est important que vous ayez en tête toutes ces antennes, et elles s'additionnent, elles se juxtaposent, elles se complètent, elles sont là, toutes à votre disposition pour vous aider. Donc, éventuellement, la cellule de prévention, mais comme le CIP, comme la chambre de métier, aboutira à la conclusion de vous dire, bon, mais il faut mettre en place un mandat ad hoc ou la conciliation. Je n'anticipe pas, M. Alquier va bien vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais vous verrez que ce sont des outils puissants et pertinents. Alors, à l'intérieur de cela, quel est l'accompagnement de l'expert comptable dans une procédure amiable? Ben, notre accompagnement, c'est déjà, idéalement, avant même la procédure amiable, c'est au fil de l'eau, au fil de la vie quotidienne de votre entreprise. Il faut que vous soyez le plus possible en contact avec votre expert comptable pour vous aider à prendre des avis sur votre situation économique. Donc, trop souvent, c'est vrai, je le reconnais, quand il y a des entreprises en difficulté, on voit que le dialogue entre l'artisan et l'expert comptable est un petit peu brouillé. Et ça, je le regrette. Il faut arriver à maintenir le dialogue avec votre expert comptable. J'en profite pour vous dire que si jamais vous aviez des difficultés, nous avons une cellule de conciliation pour vous aider à résoudre ces difficultés-là. Et donc, normalement, votre expert comptable doit être à vos côtés au quotidien, enfin, au fil de l'eau, pour vous aider à savoir quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre, et vous aider aussi à vous dire, attention, là, il faudrait peut-être se rapprocher soit du CIP, soit de la Chambre des métiers, soit de la cellule de prévention du tribunal de commerce, à votre choix, hein, c'est vous qui choisissez, en fonction de votre appétence, de votre goût, de là où vous vous sentez le plus à l'aise, de votre souci de confidentialité, et d'aller voir cette cellule. Voilà. J'aurais pu compléter l'accompagnement de l'expert comptable, mais également de votre avocat, parce que, évidemment, soyez-en assurés, nous travaillons tous en confraternité, en interprofessionnalité, avec beaucoup d'amitié. Ce que nous cherchons tous, c'est à vous aider à ne pas vous enfoncer dans les difficultés, à les affronter. Nous sommes tous dans le même bateau. Tout à l'heure, Vincent a parlé d'effet domino. Si une société ne va pas bien, une entité ne va pas bien, forcément en ricochet, il y en a d'autres qui souffrent. Donc, on essaye tous collectivement de faire en sorte qu'il y en ait le moins qui souffrent, ou en tout cas que les difficultés soient prises suffisamment tôt pour être les mieux traitées. Je vais juste vous donner deux statistiques. Alors, la statistique la plus récente que j'ai, elle date malheureusement que de 2018, mais bon, il y avait eu 4200 procédures de mandat ad hoc ou de conciliation faites en 2018. Elles ont réussi à environ entre 70 et 80%. Voilà. Alors que par contre, des entreprises qui vont jusqu'au dépôt de bilan,
donc déclaration de cessation de paiement qui ouvre des procédures de redressement judiciaire, évidemment, la chance de survie au bout de 5-6 ans est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, plus tôt vous traiterez les problèmes, plus tôt vous ne vous mentirez pas, vous ne vous noierez pas dans une politique de l'autruche ou du joueur de poker à dire « je vais me refaire, et mieux ça sera pour votre entreprise. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions tout à l'heure et je passe la parole à M. Alquier. Donc, j'arrête le partage d'écran de mon côté. Oui, merci M. Coulonge. Oui, donc effectivement, merci pour vos explications et le détail de tous ces organismes qui peuvent effectivement accompagner les artisans dans la prévention des difficultés. Donc, M. Alquier, si vous voulez bien donc nous détailler un peu plus les procédures amiables qui dépendent du tribunal, mandat ad hoc, conciliation, et avant, je crois, faire un petit panorama de toutes les procédures. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais intervenir après le président de l'Ordre des experts comptables, ce qui est tout à fait naturel, puisque effectivement, le premier que le chef d'entreprise vers qui doit se retourner, c'est effectivement l'expert comptable qui est habitué à le suivre dans toute sa vie économique, et ça paraît indispensable. Je rappellerai ensuite que le tribunal de commerce, c'est d'abord 58 juges, comme l'a dit le président. Ces juges, ce sont des commerçants ou des artisans inscrits au registre du commerce comme vous, ce qui explique que nous avons une empathie particulière à vous recevoir dans le dialogue. On vous a parlé de la cellule de prévention. Je dirais que le but de ces entretiens, qui sont confidentiels, nous avons une permanence qui est tenue tous les mercredis matins par un juge qui peut vous recevoir même sans rendez-vous. Le but de cet entretien, ce n'est pas de vous juger ou de vous sanctionner, mais d'examiner les différentes possibilités que peut offrir le tribunal. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, je vais vous parler plus spécifiquement des mandats ad hoc et de la conciliation. Comme on vous l'a dit, ce sont des procédures amiables et confidentielles. Et le critère pour savoir si vous devez vous orienter, puisque c'est le but de ces entretiens et du premier diagnostic, la clé, c'est quand même effectivement d'analyser si vous êtes en état de cessation de paiement ou pas. Donc, M. Coulonge vous a dit que la cessation de paiement, c'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. C'est effectivement la clé, c'est ce qui déterminera si on doit vous orienter vers des procédures collectives ou vers une procédure amiable, comme le sont le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, Florence, si vous pouvez mettre le récapitulatif des différentes procédures pour montrer un peu l'enchevêtrement de ces différentes procédures. Voilà, ce panorama. Donc, le redressement à tout prix est pavé de bonnes intentions, mais il est trop souvent l'effet du déni de la réalité économique, au point que 90% des procédures collectives débouchent sur une liquidation judiciaire. Alors, concernant le mandat ad hoc et la conciliation, comme on vous l'a dit, le but, c'est d'anticiper les difficultés et de négocier avec les créanciers et les partenaires pour régler les conflits amiables avant qu'il ne soit trop tard. À commencer par le mandat ad hoc, qui est une formule très souple, peu encadrée sur le plan légal. La mission du mandataire est d'accompagner le chef d'entreprise dans la restructuration. Le mandataire est un homme habitué à accompagner le chef d'entreprise dans les difficultés. C'est d'ailleurs principalement sa vocation dans le cadre des redressements judiciaires. Et il est habitué aussi à discuter avec la CCSF, qui est la commission des services fiscaux et sociaux, ainsi qu'avec le banquier. Il apporte une crédibilité et une indépendance dans les informations qui sont transmises aux banquiers principalement. Son intervention est du sur-mesure et elle est confidentielle, comme on vous l'a dit. Le dirigeant reste libre dans sa gestion pendant tout le mandat. Et comme on vous l'a dit, dans 70% des cas, il arrive à trouver un accord susceptible de résoudre les difficultés.
le mandataire ne peut que négocier, il ne peut rien imposer. Le dirigeant va donc choisir un mandataire avec lequel il va travailler. Il se met d'abord sur une convention de rémunération au tribunal pour répondre à des questions ultérieures. Je peux donc déjà dire que une convention avait été mise en place avec des rémunérations maximales pour des entreprises de moins de 6 personnes avec un chiffre d'affaires de 350 000 euros, de 2 500 euros hors taxe. Après, cela dépend de l'importance de la mission et de la difficulté que le mandataire éprouvera, ou plutôt la longueur de ces négociations. Donc, c'est une procédure confidentielle dont le dirigeant peut sortir à tout moment. Et seuls les créanciers et les partenaires avec qui le mandataire est en relation pour négocier ont une connaissance de la procédure. La mission du mandataire consiste donc à favoriser les discussions pour faire émerger un accord entre les parties concernées par la difficulté. Alors, je peux vous donner quelques exemples de cas d'intervention. Ça peut être la restructuration de la dette, une baisse du chiffre d'affaires qui va faire que vous n'arriverez plus à payer votre charge d'emprunt qui va être trop élevée, une dénonciation de concours bancaires, des litiges entre associés qui vont faire que l'entreprise va se retrouver paralysée, une assignation par un fournisseur dans lequel le mandataire peut intervenir pour trouver une solution amiable avant d'arriver à une procédure au fond, une sous-capitalisation de l'entreprise qui peut conduire donc à une aide du mandataire pour trouver des capitaux complémentaires, un accompagnement dans la préparation d'une session au travers donc d'une procédure jusqu'à une procédure collective qui pourra conduire jusqu'au pré-pack-session, la recherche d'un financement pour une réorganisation de l'entreprise et plus communément des demandes de délai avec des fournisseurs ou les banques et donc des négociations avec les organismes sociaux et fiscaux, les recherches de capitaux avec des actionnaires nouveaux, investisseurs ou banques et éventuellement négocier une cession d'actifs. Alors, quels sont les avantages pour l'entreprise et les créanciers bancaires? Eh bien, d'abord, c'est un encadrement de l'opération par un professionnel qui va certifier tous les comptes qui vont être produits auprès des banques pour effectuer cette levée de fonds. Si cette levée de fonds est fructueuse et que les banques acceptent de contribuer à une nouvelle levée de fonds avec de l'argent frais, les banques vont se voir attribuer un privilège de new money, comme on le dit, qui va faire qu'en cas de procédure collective ultérieure, ils se retrouveront privilégiés après juste les assurances de garantie des salaires, les AGS. Il y a aussi un avantage de la sécurisation de l'opération en cas de procédure collective ultérieure, puisque le tribunal ne pourra pas remonter à une date de cessation de paiement antérieure à la conciliation qui sera intervenue. Alors, comment saisir le tribunal pour ouvrir une conciliation ou un mandat ad hoc? Ça commence par une requête auprès du tribunal de commerce, dans la personne du président, dans laquelle vous allez exposer la situation de l'entreprise et les difficultés financières, sociales, en fournissant vos comptes, et une présentation de la solution envisagée, tout au moins celle à laquelle vous avez pensé. Le mandat est ouvert et il sera fait ensuite un point régulier avec le président sur le suivi de ce mandat. Alors, quelles sont les différences entre le mandat ad hoc et la conciliation? En ce qui concerne le mandat, il ne faut pas qu'il y ait de cessation de paiement, contrairement à la conciliation où la cessation de paiement peut être intervenue dans un délai de moins de 45 jours. Concernant le mandat ad hoc, on ouvre le mandat pour une période de 3 mois qui est renouvelée et il n'y a pas de limite. Un mandat peut durer des années, si besoin.
pour accompagner l'entreprise dans sa restructuration. Par contre, en ce qui concerne la conciliation, elle est ouverte pour 4 mois et exceptionnellement prorogée de 1 mois pour un total de 5 au total. Il arrive souvent que le mandat ad hoc conduise à un accord qui doit être constaté ou homologué, et là, on passe d'un mandat ad hoc à la conciliation. Alors, quelles sont les limites du mandat ad hoc? Le mandataire n'a pas la possibilité de solution. Il est obligé de négocier avec les partenaires, avec l'ensemble des créanciers. Et s'il y a un créancier récalcitrant, on est obligé de passer avec. Donc, il va peut-être remettre en cause l'accord global, puisque la finalité du mandat ad hoc, c'est de faire en sorte que tous les créanciers soient mis autour de la table pour obtenir une solution globale et pas faire des accords individuels avec chacun des créanciers de son côté. Donc, c'est un consentement unanime qui est recherché dans les plus brefs délais. La seule possibilité que la procédure et le mandataire a pour contraindre un créancier récalcitrant, c'est de saisir le tribunal pour obtenir un délai de grâce qui peut aller jusqu'à 24 mois dans le cadre de l'article 1343-5 du Code civil. Donc, l'intérêt du mandat ad hoc, c'est d'inciter l'ensemble des créanciers et des partenaires à négocier dans les plus brefs délais et pour trouver une solution globale dans un cadre juridique et judiciaire, dans la transparence et l'indépendance, en toute impartialité. Comme je vous l'ai dit, les mandats s'accompagnent d'un rendez-vous régulier avec le représentant du tribunal, le juge ou le président, pour faire un point régulier sur l'avancement de la situation de l'entreprise. À cette occasion, le dirigeant rencontre le tribunal avec son conseil, avocat ou expert comptable, puisque la situation comptable est indispensable pour connaître la situation par rapport à cet état de cessation de paiement. Et donc en présence du mandataire qui nous fait son rapport. Donc vous constaterez en résumé que le mandat ad hoc est la conciliation de l'autorité judiciaire du tribunal, qui s'accompagne donc de l'impartialité, de l'indépendance, d'une éthique, d'une transparence de la procédure qui garantit des principes de bonne justice, comme on le dit. Il faut être bien conscient que la limite du mandat ad hoc et de la conciliation, c'est d'arriver à un accord qui est négocié sans contrainte et faute de quoi la procédure devra basculer sur une procédure collective. Et c'est d'ailleurs la seule menace qui pèse sur les créanciers, de voir que dans le cadre de cette négociation, c'est la dernière chance avant que tout le monde se retrouve sur les bancs du tribunal en procédure de redressement judiciaire. Voilà. Merci, Monsieur Alquier, pour ces explications et cette description des procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation. On va peut-être juste repasser la parole à Monsieur Aguilera, parce qu'en fait, on ne l'a pas entendu au démarrage, dû à des problèmes de micro. Donc voilà. J'avais oublié une petite parenthèse pour parler d'une procédure méconnue qui est le rétablissement professionnel. Et si vous aviez la possibilité de faire passer la page concernant cette procédure, c'est particulièrement adapté aux artisans, puisque dans le cadre des mesures Covid, la possibilité de saisine de cette procédure qui a pour but d'effacer complètement les dettes au terme d'une procédure rapide et accélérée de 4 mois est particulièrement intéressante pour des professionnels, entrepreneurs qui travaillent de façon indépendante, sans personnel et avec moins de 15 000 € d'actifs. Voilà. Très bien. Dans tous les cas, de toute façon, pour tous ceux qui le souhaitent, on enverra le diaporama qu'on voit pour qu'ils puissent avoir les éléments détaillés.
J'arrête le partage du coup. Et merci, Monsieur Alquier. Donc, Monsieur Aguilera, si vous voulez compléter. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez bien là? Là, oui. Bah, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas bien, je n'ai pas vu les messages et j'ai déroulé. Alors, pour faire court, hein, tout d'abord, merci à l'ensemble des entrepreneurs, et je vais reprendre ce que j'ai dit dans l'ensemble, hein, de prendre du temps à assister à ce webinaire. Remercier le président du tribunal de commerce, Laurent Granel, le président Coulonge, de l'ordre des experts comptables, et le président de la cellule de prévention, Serge Alquier, parce que les informations qui ont été délivrées, elles vont vous permettre d'affronter la crise économique et sociale qui va nous toucher de plein fouet et que nous devons traverser tous ensemble. On ne sait pas quelle sera la durée de cette crise. Vous l'avez vu, on pensait que la crise sanitaire s'arrêterait fin mai, début juin. Or, à nouveau, nous sommes dans une impasse sanitaire qui va avoir encore des conséquences économiques et sociales. Et le seuil de défaillance que nous allons connaître, il sera vraisemblablement très important. Ce qu'on ne mesure pas, c'est la courbe des défaillances. Quand est-ce qu'elle va arriver? Quand est-ce qu'elle va être à son apogée? Et quand est-ce qu'elle va décélérer? Ce qui permettra peut-être d'avoir un retour ou de constater un retour à la normale. Et de ça, vous comme nous, on n'en a aucune visibilité. Ce qui est sûr, c'est que certaines entreprises tirent leur épingle du jeu. Je pense notamment aux entreprises qui vendent à distance, aux magasins de bricolage et de jardinage, et d'autres aussi, les magasins comme Boulanger qui vendent et qui embauchent en plus depuis peu, puisqu'ils vont faire 3,5 milliards de chiffre d'affaires et j'ai vu dernièrement qu'ils embauchaient. Donc on voit que les entreprises ne sont pas du tout égales face à la problématique du Covid et de son impact. Ce qui est sûr, c'est que pour la majorité, la situation est plus complexe et que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va avoir des entreprises qui se retrouveront en difficulté. C'est pour cela que nous avons souhaité tous ensemble, comme l'a dit le président Coulonge, de façon unanime, tous ensemble, apporter des réponses avec des outils, avec des conseils, avec des informations, avec une écoute attentive, isolée, bienveillante et surtout sécurisée pour vous donner notre sentiment, pour vous accompagner comme le fait la Chambre de métiers de l'artisanat, prendre la juste mesure des enjeux de ce que vous traversez et surtout mettre en œuvre les moyens pour vous aider à pérenniser votre entreprise, à traverser cette tempête. Ça a été précisé par Florence tout à l'heure, mais il est primordial que tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui nous écouteront ensuite, parce que nous allons le rediffuser, ce webinaire, soient attentifs à la prévention de leurs difficultés, soient attentifs aux outils que nous proposons. Le paradoxe que nous connaissons aujourd'hui, c'est le nombre de défaillances inscrits aux tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce sont très peu sollicités par ces déclarations de cessation de paiement parce que mis en suspens pendant fort longtemps par l'État jusqu'au 23 août. Aujourd'hui, ce que nous avons à craindre, c'est que ces déclarations de cessation de paiement obligatoires, à partir du moment où le passif est supérieur à l'actif, le président Coulonge vous l'a expliqué tout à l'heure, on risque de craindre une explosion de ces déclarations de paiement et donc des faillites. Le garde des Sceaux lui-même a, lors d'une interview récente dans Les Échos, a souhaité encourager les entreprises en difficulté à davantage solliciter la justice commerciale. La justice commerciale, c'est les tribunaux de commerce, c'est les chambres de métier, c'est les experts comptables, c'est les commissaires aux comptes. N'hésitez pas à aller les voir. Nous avons une écoute, je le redis, bienveillante et attentive pour pouvoir répondre à l'urgence, pour pouvoir répondre à vos problématiques. Vous le savez, nous sommes tous sous assistance respiratoire depuis plusieurs mois. Les aides de l'État, à travers les PGE,
à travers les reports de charges, à travers les reports d'emprunt mis en place par le gouvernement, tout cela constitue une réelle menace et une bombe à retardement pour nos entreprises. Ça masque la réalité de notre situation économique, ça masque la réalité de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. Aujourd'hui, on pense avoir de l'argent, on pense pouvoir demain s'en sortir, mais attention, il faut que le chiffre d'affaires que vous génériez avant le Covid soit égal aussi à la montée en charge supérieure, même je dirais, à la montée en charge de tout ce que vous avez opéré pendant ce confinement, parce que ces PGE, ces états de charge reportables sont dus de toute façon in fine. Et dans ce contexte, il est donc primordial que les chefs d'entreprise soient très attentifs à tous les signes qui pourraient leur laisser penser que l'entreprise est en difficulté. N'hésitez pas à joindre votre interlocuteur de la Chambre, l'interlocuteur de votre cabinet comptable, l'expert comptable. Nous, on peut poser un premier diagnostic à partir de votre situation financière, vos carnets de commandes, les relations avec votre banque, les perspectives envisagées. N'hésitez pas à vous confier et, si nécessaire, la cellule de prévention qui vous a été détaillée par Serge Alquier vous aidera et a la vocation de permettre de franchir cette étape. Donc, ensemble, collectivement, on est convaincu que si vous allez nous voir, si vous prenez le temps de nous écouter et de mesurer bien la problématique à laquelle nous allons faire face, nous pouvons sécuriser à la fois votre entreprise, à la fois l'emploi, parce qu'il faut penser aussi à l'emploi et ne pas penser uniquement à l'économie, parce que l'effet domino va s'accélérer. Un fournisseur qui n'est pas payé par son client, etc., en boule de neige, va entraîner des conséquences colossales de perte d'entreprise, de défaillance d'entreprise. Voilà les quelques mots que je voulais vous faire partager. Sophie et Florence sont à votre disposition. Aussi, merci à elles pour l'organisation de ce séminaire. On ne cessera de le dire, la Chambre de métier est garante des entreprises artisanales sur son territoire. La Chambre de métier se doit d'intervenir avec les différents acteurs de l'économie qui sont ici présents, et bien sûr d'autres qui n'ont pas pu être là, puisque nous travaillons tous de concert à la Chambre de commerce également, et les services de l'État. Tous, unanimement, nous sommes là pour essayer d'apporter des solutions à la problématique de votre entreprise et la problématique que sans doute vous traverserez dans les prochains mois, sans avoir une boule de cristal. On pense que d'ici la fin d'année, ça va commencer à être très pénible, mais jusqu'à juin, ça va s'amplifier et s'accélérer, puisqu'on parle aussi de reconfinement partiel dans les territoires, en fonction du degré des urgences médicales et de sa saturation. Donc, nous sommes loin d'en avoir fini. Nous en aurons peut-être fini lorsque nous trouverons un traitement médicamenteux qui permettra de passer le cap et un vaccin, bien sûr, un antivirus, pour qu'on puisse vivre à nouveau normalement. Donc, n'hésitez pas surtout à vous prendre en main et à venir nous voir. Merci pour votre attention. Monsieur Coulonge, vous souhaitiez intervenir. Merci, Oui, Monsieur Aguilera. Sur deux points. Un point important qu'a souligné Vincent, effectivement, pour l'instant, on aide toutes les entreprises, tous les artisans à tenir en leur prêtant de l'argent ou en repoussant des charges. Une des questions les plus fréquentes que j'entends dans mon cabinet, c'est est-ce que finalement on va me les abandonner, est-ce qu'on va m'en faire cadeau? À de très très rares exceptions près sur certains secteurs d'activité qui sont vraiment ciblés, partez du principe que vous allez devoir rembourser. Voilà, ça c'est vraiment le point le plus important. Il y a très peu de secteurs pour l'instant pour lesquels il est prévu qu'il y ait des abandons purs et simples de charges sociales. Ça c'est quand même important. Et de façon générale, si on parle par exemple de charges sociales ou spécifiquement des charges sociales, on parle plutôt des charges sociales des salariés, pratiquement jamais des charges sociales des artisans.
D'accord? Ça, c'est un point important. Le PGE, à ma connaissance, aujourd'hui, tout le monde doit le rembourser. Voilà, ça c'est donc c'est pour ça qu'on parle ensuite du traitement du mandat ad hoc et de la conciliation, qui sont un traitement de toutes les dettes prises à 100%, mon fournisseur, mon banquier, mes charges sociales et fiscales, tout ensemble, elles sont toutes négociées par le biais de cet outil qui est extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voulais quand même souligner, parce qu'on n'en a pas parlé, évidemment, il faut penser à votre entreprise, évidemment, il faut penser à vos salariés, mais il faut aussi penser à vous. Et le tribunal de commerce a mis en place, en partenariat avec Astia, la médecine du travail, un dispositif qui s'appelle ADEL, comme le prénom, qui est une cellule de soutien psychologique à destination des chefs d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, là aussi, à vous faire aider, parce que si vous avez la tête qui est prise par trop de soucis, vous ne prendrez que des mauvaises décisions, alors que si vous êtes aidé psychologiquement, vous serez en capacité de diriger. Voilà. Très bien, merci pour ces petites précisions, Monsieur Coulonge. On va passer à la partie aux questions-réponses. On a quelques questions. D'ailleurs, on a Valérie qui nous suit sur Facebook et qui nous dit « Ne pourrait-on pas lisser les charges URSSAF sur 2 ans, compte tenu de la perte de 3 mois de chiffre d'affaires et des pertes à venir ?» C'est peut-être une proposition à retenir. Ce n'est pas vraiment une question. C'est envisagé. On part a priori sur des durées assez longues. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et après, il y aura de toute façon, là aussi, dans tous les cas, une règle générale, mais il y a toujours les URSSAF, comme les services fiscaux, sont quand même toujours ouverts à la discussion. Donc, il peut y avoir des discussions au cas par cas avec ces organismes. D'accord. Alors, on a une question pour Monsieur Alquier. Peut-être que Monsieur Coulonge, vous pourrez compléter. Monsieur Kahn, donc, qui est ressortissant de la Chambre de métier, nous dit « J'ai un souci pour le loyer. J'ai 3 mois de loyer de retard. Comment faire ?» Et est-ce qu'il y a une solution? Là, pour le coup, c'est un début de difficulté. Monsieur Alquier, il faut ouvrir votre micro. On ne vous entend pas. Il faut ouvrir le micro. Voilà. Parfait. C'est bon? Oui, je répondrai en disant que bon, le bailleur, c'est un créancier comme les autres et il ne faut pas calquer votre décision sur les diligences du créancier le plus méchant, le plus actif, si vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un signal faible, plus ou moins faible, comme l'a dit Philippe, mais c'est une des données. Et si vous avez une pression, par exemple, plus importante de la part des services fiscaux ou plus importante du bailleur, il faut regarder l'ensemble de votre situation financière. Si vous n'êtes pas capable de payer cette charge-là, ben, c'est que si vous la payez, ça se fera au détriment d'autres créanciers. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut venir nous voir pour discuter et ouvrir un mandat de ce type, puisque effectivement, la première chose que va faire le mandataire, c'est de discuter avec les services sociaux et fiscaux pour obtenir des délais. Ils arrivent à obtenir effectivement jusqu'à 2 années, 24 mois de délai, et il discutera également avec le bailleur. Voilà. C'est vrai que la chose la plus importante dans cette situation, c'est quand même d'essayer de se rapprocher du bailleur pour essayer de négocier avec lui. Bon, ce n'est pas toujours facile, effectivement, mais il faut quand même essayer. Ok. Et voilà, et pour compléter, on est effectivement dans un dispositif de négociation de gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément législatif pendant la crise qui a imposé aux bailleurs aux bailleurs notamment privés, d'abandonner les loyers. Et donc, il n'y a aucun cadre qui a été donné sur la il y en a qui ont abandonné, mais rien n'est obligé. Il y en a qui ont suspendu, mais en réalité, rien n'est obligé. Et ensuite, le réétalement, il est à voir cas par cas. Le bailleur et son locataire. Donc, effectivement, comme le dit M. Serge Alquier ou le président Granel, c'est soit l'intelligence prime et donc on trouve un bon accord. Rappelez-vous qu'il vaut toujours mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et soit on arrive à obtenir ça dans un délai bref, soit voilà, c'est là où les cellules d'assistance et potentiellement le mandat ad hoc peuvent intervenir en glissant une personne tierce entre les deux parties.
Très bien. On a une question de Delphine qui nous dit que signifie le mandat ad hoc? C'est vrai qu'on l'a expliqué, on en a parlé. Est-ce qu'on peut refaire peut-être une définition très succincte de ce mandat ad hoc? Je vais en redonner quelques définitions. C'est un mandat qui est donné à un professionnel de l'assistance des entreprises en procédure collective. C'est donc son mission, ça va être de négocier avec l'ensemble des créanciers pour obtenir des délais de paiement globalement ou lever des fonds. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure, ça peut aller beaucoup plus loin jusqu'à arbitrer des litiges entre associés. Donc sa mission est très large et elle est en priorité de commencer par traiter le sujet le plus pressant pour lequel le dirigeant a besoin du mandataire. Et comme je le disais, donc, c'est un mandat qui est ouvert pour 3 mois, mais avec une période qui peut aller beaucoup plus longue, puisque ces 3 mois sont renouvelés jusqu'à tant que de besoin. Et il faut par contre qu'il n'y ait pas d'état de cessation de paiement, sinon l'entreprise doit sortir du mandat ad hoc pour ouvrir une procédure collective. D'accord, merci. Et en général, si on arrive à un accord, on convertit le mandat ad hoc en une conciliation pour faire constater ou homologuer cet accord. Voilà. Okay. Pour revenir à ce que vient de dire Serge Alquier, l'homologation est intéressante, mais elle a un gros inconvénient pour les parties, c'est que ça vient sur la place publique. Et la confidentialité tombe. Alors que quand c'est simplement constaté, ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui renaclent à cette homologation de peur qu'on sache qu'elle a été en difficulté momentanément. Alors la perte de la confidentialité est liée au fait effectivement qu'elle fait l'objet d'un jugement qui homologue cet accord. Donc, et qui est donc public. La publicité est faite comme tout jugement. Oui. Mais effectivement, elle est parfois demandée par les banquiers qui veulent pouvoir opposer cet accord aux tiers. Ce n'est pas forcément que les banquiers, mais souvent les banquiers, tu as raison. Pour relativiser la perte de la confidentialité, si je puis me permettre, c'est sûr que dans la mesure du possible, on souhaite l'éviter, mais il faut quand même rassurer tout le monde, c'est la confidentialité est maintenue et oblige tout le monde tant que l'on discute, c'est-à-dire que les gens qui vont discuter n'ont pas le droit de dire qu'ils discutent avec vous. C'est interdit à tout le monde est dans le secret. Et effectivement, la confidentialité est peut-être levée si on bascule sur le régime de la conciliation avec l'homologation du jugement. Ça peut entraîner certaines interrogations, mais quelque part, ce n'est pas très grave parce que les gens, au moment où ils le voient, le mal est traité. Donc, voilà. N'ayez pas peur de la levée de la confidentialité, allez-y, foncez vers ces procédures si vous avez le moindre doute. Et de toute façon, les professionnels que nous sommes vous guideront sur le meilleur outil. Voilà. Et la confidentialité s'applique aussi à l'ensemble des juges du tribunal, à part Serge Alquier ou moi-même, qui traitons les mandats ad hoc et la conciliation. Ça, c'est très important aussi. Et les gens qui interviennent, les mandataires ad hoc, sont des spécialistes du monde de l'entreprise, il faut le savoir. C'était bien de le préciser, en effet. On va passer à une autre question. Alors, je ne sais pas de qui elle est, cette question, d'un anonyme qui nous dit « Quels sont les délais d'intervention à partir du moment où on sollicite les interlocuteurs du tribunal ?» Il y a plusieurs questions. Quel délai moyen de traitement du dossier et une date butoir est-elle fixée? L'intervention est très rapide. Si vous voulez consulter comme l'a dit Serge Alquier tout à l'heure, la cellule de prévention, vous pouvez venir sans rendez-vous et gracieusement tous les mercredis matins ou tous les jeudis matins. Et à partir de là, il y a un entretien qui dure peut-être 1 heure ou 1h30, j'en sais rien. Et c'est très rapide. Vous pouvez venir au pied levé, si j'ose dire. D'accord. Et le délai de traitement d'un dossier, c'est combien de temps? Ça dépend du dossier dont on parle. D'accord. Donc, on est vraiment sur du cas par cas et sur de l'individualité. Parce que le mandat ad hoc, il faut, comme l'a dit Serge Alquier, il faut avoir certaines normes à respecter. Donc, il faut du temps pour mettre ça en place, mais ça peut aller très vite. Ça peut mettre 1 semaine, oui, 1 semaine en moyenne. Okay.
pour préciser la question, quel est le Oui. délai à partir du moment où on veut un mandat ad hoc, le tribunal le nomme en combien de temps? C'était peut-être ça la question, je ne sais pas. C'est rapide? Oui. Oui, le dirigeant se tourne vers, à partir du moment où il a rencontré la cellule de prévention qui lui dit, bon, il faut que vous traitiez avec un mandataire. On lui donne la liste des mandataires de la place vers qui il peut se retourner. Il en rencontre un de son choix. Il fait un premier point. C'est un entretien qui est gratuit aussi. Et s'il convient donc d'ouvrir un mandat, il présente la requête. À partir du moment où elle nous est présentée, dans les 3 jours, on peut dire qu'on a un mandat de 3 jours. Mais après, le délai dont vous parlez, ça concerne peut-être plutôt le temps qu'il va falloir pour négocier avec les créanciers. Donc là, c'est un certain temps, je dirais, parce que ça dépend la boule de cristal. du dossier. Ça dépend des dossiers. Et de la créance qu'on veut traiter. Donc, quand c'est avec les banquiers, si l'entreprise est importante et qu'il y a plusieurs banquiers, en général, il faut obtenir l'accord de tous les banquiers. Donc, ça peut prendre plus de temps que quand il s'agit de négocier uniquement avec le bailleur pour une question de loyer, où là, bon, une rencontre avec le mandataire fera que si le bailleur voit que c'est le mandataire qui s'en occupe, il a intérêt quand même à mettre les pouces parce que ce mandataire, peut-être qu'il va le rencontrer après dans le cadre des procédures collectives. Et si son loyer est bloqué, ça va lui donner quand même un moyen de pression. Il y a un rapport de force qui s'installe finalement. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Alors, je pense, puisqu'on n'a pas de complément. On a Florence qui nous pose une question qui nous dit « Je ne fais que 50% de mon chiffre d'affaires et je ne vais pas tenir longtemps à ce rythme. » Est-ce que là, il est temps qu'elle vienne vous voir? Quand on en est à se dire je ne vais pas tenir longtemps, clairement, là, il faut venir voir une des cellules de prévention dont j'ai parlé. Donc déjà, j'espère que Florence, vous êtes en train de discuter avec votre expert comptable. C'est basique, ça doit contacter l'expert comptable. Et que comme ça, vous avez pu faire le point avec lui ou avec les services de la Chambre de métier de l'ensemble des dispositifs d'aide auxquels vous pourriez prétendre. Et donc, si vous ne trouvez pas suffisamment de réponses à vos éléments, à vos questionnements, pardon. Là, il est effectivement largement temps de venir voir selon votre choix. Et après, il faut voir si vous relevez par contre du tribunal de commerce. Donc, soit la cellule de prévention du tribunal de commerce. Donc, ça, c'est à vous de voir avec votre expert comptable et la chambre de métier si vous relevez du tribunal de commerce ou pas. Et sinon, vous pouvez venir voir donc, le CIP qui, lui, s'adresse à tout le monde sans aucune exception. Voilà. Mais oui, effectivement, là, il est temps de venir voir. J'apporterai un complément si vous voulez bien, parce que perdre 50% du chiffre d'affaires, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a fait en face. Est-ce qu'on a pris les mesures pour baisser les charges en conséquence? Effectivement, à commencer par le chômage partiel et prendre toutes les mesures pour baisser les charges pour arriver à ne pas être en état de cessation de paiement. Et ça, effectivement, ça passe par une discussion avec l'expert comptable en premier. Ce qui me faisait dire ça, c'était plus que le 50%, c'était je ne vais pas tenir longtemps. Voilà, quand on est à se dire là, c'est effectivement. Et il y a aussi peut-être dans un cas comme celui-là un phénomène de découragement, d'épuisement. Et donc là aussi, pensez à Adèle parce que c'est important. Absolument. Dispositif Adèle, on mettra les informations dans la présentation qui vous sera envoyée par email. Pour Florence, j'ai une question. Je suis chauffeur VTC. Est-ce qu'il existe une solution qui peut m'aider à éviter l'arrêt total de mon activité? Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas de détails, donc effectivement, ça va être compliqué de poser un diagnostic comme ça. C'est vrai que globalement, les chauffeurs VTC souffrent beaucoup. Actuellement, ça fait partie des secteurs avec les taxis, les VTC, notamment par rapport à l'artisanat, qui sont en souffrance. Et d'ailleurs, le fonds de solidarité leur est maintenu depuis juillet. Eux, ils sont dans les cas où effectivement il y a un maintien, donc il faut voir avec lui s'il a fait les demandes et surtout d'où viennent les difficultés. Est-ce qu'il a un crédit bail sur le véhicule? C'est souvent le cas effectivement qui pose souci parce qu'il a des charges fixes importantes et plus de recettes. Donc il faudrait qu'il se rapproche d'une cellule, de la cellule, de la chambre de métier ou d'autres cellules, effectivement, pour qu'on fasse le point et voir avec lui si. Faire le point avec les données chiffrées en main. Voilà, tout à fait. Mais là, il nous manque des infos pour lui donner une réponse précise.
Donc, vous l'avez entendu, Monsieur Khalil, hein, si vous souhaitez avoir un complément d'information, envoyez-nous plus d'infos pour qu'on puisse répondre de manière concrète à votre demande. Une question, alors je ne sais plus si je l'ai posée, celle de Monsieur Samchit qui nous dit « Mon bar-restaurant est fermé depuis le 15 mars. Jusqu'à maintenant, je dois des loyers et la propriétaire voulait vendre son immeuble. Qu'est-ce que je dois faire en ma situation et quel organisme je dois contacter ?» Peut-être Monsieur Coulonge? Ben, là, dans tous les cas, il y a toujours le bail, et un bail, manifestement un bail commercial en l'occurrence. Donc, si jamais le propriétaire du bien voulait reprendre son bien pour le vendre, il est censé, qu'il y ait du retard dans le loyer ou pas, verser a priori l'indemnité d'éviction à son locataire. Ça, c'est la règle normalement quand on veut mettre fin à un bail. Alors après, il y a le questionnement des loyers en retard, mais il ne faut pas forcément corréler les deux. C'est encore une fois, c'est évidemment une source de difficulté. Il ne faut pas arriver jusqu'au stade où le propriétaire utiliserait les retards pour résilier le bail. Donc il faut surtout ne pas faire la politique de l'autruche et ne pas répondre à des injonctions ou à des questionnements de la part du propriétaire. Donc il faut dialoguer avec son propriétaire, chercher les solutions, et en cas de situation de blocage, on en revient toujours à la même chose, aller s'adresser au conseil, donc soit peut-être là plus particulièrement un avocat en l'occurrence, sur cette thématique-là, soit faire un premier parcours avec son expert comptable, mais ensuite très très vite, ça sera, là encore une fois, les cellules de prévention dont on vient de parler. Bon, après là, il faut faire attention parce que des loyers qui courent, ça devient vite, si on n'y prend pas garde, constitutif de l'état de cessation de paiement. Donc il faut être très très vigilant dans des situations comme celle-là quand même, à ne pas laisser courir une dette, parce que le loyer, si on se met d'accord avec son propriétaire et qu'il suspend l'appel du loyer, donc le passif à cet instant-là, il n'est pas exigible. D'accord ? Par contre, si le propriétaire n'a absolument rien dit et que le locataire se contente, entre guillemets, de ne pas payer son loyer, là, en l'occurrence, il est en train de créer un passif exigible, et donc là, il peut basculer sans en être vraiment conscient dans l'état de cessation de paiement. Donc clairement, il faut là discuter avec son propriétaire à minima pour au moins obtenir un moratoire en étalement du passif. Sinon, il y a un risque réel de basculement dans l'état de cessation de paiement. Et quand on bascule dans l'état de cessation de paiement, on n'a que 45 jours pour le déclarer. Sinon, on se met en infraction vis-à-vis de la loi. D'accord. Monsieur Vignon nous pose la question « Comment faire pour ne pas être en redressement judiciaire et arriver à payer les crédits que j'ai en cours quand la banque refuse d'échelonner les échéances ?» Monsieur Coulonge, peut-être? Enfin, là, c'est l'exemple, encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, si la banque n'accède pas à sa demande et que lui n'arrive pas à obtenir un accord de son propre chef, avec sa seule force de persuasion, si je puis dire, le mandat ad hoc ou la conciliation sont justement l'outil numéro un. Il s'adressera à quelqu'un qui est très rompu à ce type de discussion avec les établissements bancaires. Il faut savoir qu'en général, quand il y a comme ça des échéances bancaires qui ne sont pas payées, on sort de l'agence traditionnelle qui traite votre dossier et le dossier il bascule dans ce qu'ils appellent les affaires spéciales. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais les affaires spéciales, c'est justement des professionnels de la difficulté du crédit qui vont parler à notre professionnel, en l'occurrence le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Tous ces gens-là ont leurs habitudes de travail et c'est donc plutôt efficace. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs les durées de discussion sur un cas comme celui-là où il y a quelques emprunts mais une seule banque a priori et un seul client, ça peut aller relativement vite. Mais là, clairement, il faut très certainement pas tarder. Si la banque refuse, ce qui est surprenant quand même, parce que normalement il devait y avoir un gel de 6 mois, et donc il ne faut pas qu'il hésite à faire cela. En préalable, si jamais il a un peu peur d'aller directement voir un mandataire ad hoc ou un conciliateur, il peut toujours là s'adresser à la médiation du crédit. J'ai une question d'une personne qui me dit « Doit-on obligatoirement se faire accompagner dans le cadre des procédures auprès du tribunal de commerce ?» Par qui? L'avocat, l'expert comptable? Monsieur Granel, vous voulez répondre? Mais il est recommandé de venir avec son expert comptable et éventuellement, je dirais, son avocat. Parce que lorsqu'il y a des questions précises, notamment
au niveau financier, la meilleure personne capable de répondre, la personne la mieux placée pardon, pour répondre aux questions du juge, c'est quand même l'expert comptable. Le chef d'entreprise peut l'être, mais en général, l'expert comptable, probablement, il est mieux placé, la personne la mieux placée. Alors, ce n'est pas obligatoire. Voilà, pour compléter, effectivement, il n'y a aucune obligation. Par contre, la seule obligation, c'est d'avoir une comptabilité à jour. Donc, et des comptes déposés, Philippe. Voilà, oui, tout à fait. Et donc, parce que quand quelqu'un passe devant le tribunal, s'adresse au tribunal, forcément, on va lui demander quel est le degré de difficulté. Donc, la comptabilité, c'est le thermomètre. Hein. Donc, si vous n'avez pas pris votre température, vous ne savez pas si vous avez de la fièvre ou pas. Donc, là, c'est pareil. Hein. Il faut que vous ayez pris votre température et savoir dire le degré de vos difficultés. Et donc, il faut que vous ayez une comptabilité à jour. Donc, soit vous êtes en capacité de la faire, vous avez un service comptable interne et vous n'avez pas d'obligation d'avoir un expert comptable, soit si vous le faites faire par un tiers que vous rémunérez pour cela, c'est forcément un expert comptable, et auquel cas, il vaut mieux qu'il soit à vos côtés pour cela. Et également, en général, le binôme expert comptable-avocat est très largement souhaitable. Exactement. Je rajouterais que l'expert comptable est particulièrement indispensable quand on doit basculer en procédure collective, puisque le but du redressement judiciaire, c'est d'examiner si l'entreprise est capable de dégager une capacité de financement du passif. Et donc, on va lui demander des comptes encore plus que d'habitude. Notamment des prévisionnels. Exactement. Très bien, merci pour toutes ces réponses. On pourrait encore passer du temps à répondre à toutes ces questions, tellement elles sont intéressantes et importantes. Je vais repasser la parole à Monsieur Aguilera pour conclure donc, sur cette intervention. Je vous laisse la parole, Monsieur Aguilera. Oui, merci aux intervenants. Merci aux artisans d'avoir été présents. Je pense que les cas sont tous individuels, spécifiques. Donc, vous avez vu que les intervenants que nous sommes, hein, moi-même, le président Granel, le président des procédures collectives Serge Alquier et le président de l'ordre des experts comptables Philippe Coulonge, sont tous des chefs d'entreprise. Et donc, on est des personnes humaines, très investies au service des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Vraiment, le tribunal de commerce, hier, était un peu, enfin, pas hier, mais en tout cas, parce que son prédécesseur avant-hier, l'a largement démystifié, était le tribunal de la défaillance. Or, là, on peut parler de tribunal de la bienveillance. Ce sont des personnes qui sont humaines et à votre écoute. C'est difficile, et c'est très difficile de se dire je suis en cessation de paiement, j'ai peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur, il vaut mieux en parler. Parce que le pire, si vous n'en parlez pas, est à venir. Donc, trouvons les solutions tous ensemble, essayons de protéger ce qui est protégeable pour vous, de négocier en lieu et place auprès des établissements qui ne souhaitent pas négocier directement avec vous et qui sont un peu récalcitrants. Nous avons d'autres moyens pour mettre une certaine, entre guillemets, pression auprès de ces différents établissements. Nous sommes là vraiment pour vous accompagner. Florence vous l'a dit tout à l'heure, la chambre de métier, si vous le souhaitez, est votre premier interlocuteur. Et ensuite, on peut être le hub directement aux différentes personnes qui sont nos intervenants et peut-être d'autres, vos avocats et vos experts comptables, bien sûr, en direct et en premier ordre, de telle sorte à ce qu'on puisse très rapidement vous accompagner, faire un point avec le tribunal de commerce pour alerter de ce dossier, de ce sujet, afin que, mais bon, vous l'avez vu, hein, ils n'ont pas de mal à avoir de la bienveillance et vous écouter. Mais si vous le faites avant, c'est mieux parce qu'on peut vous aider, le tribunal peut vous aider. Si vous le faites après, vous savez très bien, et vous l'aurez compris là, qu'on va rentrer dans des procédures très cadrées, dans des dispositifs réglementaires qui nous échappent, que nous ne pourrons pas modifier, et on rentrera dans un processus qui est normatif. Donc il faut absolument qu'on puisse anticiper la problématique avec vous et
régler autant que faire se peut cette problématique à l'amiable, ensemble. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci aux intervenants encore. Et nous sommes là pour vous aider au mieux à traverser cette situation économique très difficile pour tout le monde. Sachez-le, n'hésitez pas. Juste un dernier mot, je pense que tous les diaporamas seront envoyés à tous ceux qui se sont inscrits et effectivement, vous pourrez avoir les coordonnées pour nous contacter si besoin. Voilà. Merci à tous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.